Dans l'église d'une paroisse des Midlands, en Angleterre, se trouve la tombe du plus grand dramaturge britannique. La pierre porte une simple épitaphe. Mon ami, pour l'amour du Sauveur, abstiens-toi de creuser la poussière déposée sur moi. Béni soit l'homme qui épargnera ses pierres, mais maudit soit celui violant mon ossuaire. L'étrange sépulture de William Shakespeare a longtemps alimenté la rumeur et la légende. C'est un mystère depuis des siècles. Pourquoi inscrire une malédiction sur une tombe? C'est étrange. Beaucoup de gens pensent qu'il n'est pas enterré à l'endroit de sa tombe. Mais alors où est-il? Il y a eu des dizaines de demandes d'excavation de son caveau. Mais l'Église n'a jamais permis qu'on viole sa sépulture. Les mots de son épitaphe stipulent clairement qu'il ne voulait pas qu'on dérange sa tombe. Mais à présent, grâce aux dernières technologies archéologiques, on peut voir ce qui se cache sous terre sans même soulever la pierre. On ne touchera pas aux ossements ni même à la poussière. Je m'appelle Hélène Castor, je suis historienne, spécialiste du Moyen-Âge et de la Renaissance de l'Angleterre. Et je vais suivre ce projet novateur. La dalle funéraire de Shakespeare est particulière. Elle est moins majestueuse que les autres, et elle est très courte. En chemin, nous réexaminerons un récit gothique qui évoque des violations de tombes. Nous ouvrirons une crypte souterraine. Un escalier secret, on se croirait dans Harry Potter. Nous analyserons un crâne mystérieux. Seigneur, regardez-moi ça. Et nous chercherons à comprendre les rituels d'inhumation obscurs du XVIe siècle. C'était une expérience très tactile pour les gens. Il est un peu déformé, non? 400 ans après la mort de Shakespeare, voici enfin l'occasion de dissocier les faits du folklore et de révéler ce qui se trouve sous sa pierre tombale. C'est en train de changer. Et là, quelque chose d'autre se produit. J'ai analysé de nombreuses tombes et je n'ai jamais observé ce genre de choses, où que ce soit. Stratford-upon-Avon, lieu de naissance de William Shakespeare. Troisième enfant d'un gantier local, il est devenu le plus grand dramaturge anglais. Mais si ses poèmes et ses pièces ont connu un succès planétaire, de Shakespeare, l'homme, on ne sait que peu de choses. Les archives montrent qu'il se marie à 18 ans et que 10 années plus tard, il écrit des pièces pour la scène londonienne. Descends, cesse d'être une pierre, approche et frappe d'étonnement tous ceux qui te regardent. Shakespeare n'a pas laissé de journal, et aucun contemporain n'a écrit sa biographie. Mais l'on sait qu'il est retourné à Stratford, où il s'est éteint à seulement 52 ans. Le reste des secrets de Shakespeare est enterré ici, avec lui, dans l'église de la Sainte Trinité de Stratford. J'ai grandi près de Stratford. Je suis donc déjà venue sur place, il y a très longtemps. Mais on ne regarde jamais vraiment ce qu'on a sous les yeux. Il ne m'était jamais venu à l'esprit que notre plus grand dramaturge n'était pas inhumé dans le coin des poètes de l'abbaye de Westminster, mais ici, à 2 pas de chez moi, dans l'église de sa paroisse. Grâce à Shakespeare, cette église est l'une des plus visitées du Royaume-Uni. Merci. Je peux vous prendre un guide? Oui, ça fera 4 €. Tenez. Chaque année, environ 250 000 touristes viennent fouler l'hôtel où se trouve la tombe du célèbre dramaturge anglais. Voici les pierres tombales de la famille Shakespeare. Celle-ci, à gauche, est celle d'Anne Hathaway, l'épouse de William. À ses côtés se trouve celle du grand homme en personne, la tombe du poète William Shakespeare. Des 5 dalles funéraires de la famille Shakespeare, celle de William est la seule qui ne porte pas de nom. Son buste sur un mur adjacent est l'unique monument commémoratif de son enterrement ici, en 1616. Curieusement, sa dalle est trop courte pour une tombe. Elle mesure à peine 1 mètre de long.
Le révérend Paul Edmondson est un spécialiste de la vie de Shakespeare et des théories qui foisonnent autour de ses funérailles. Certains pensent qu'une partie de la dalle a été enlevée, ou que cette marche a été érigée au-dessus. On a même suggéré qu'il aurait été enterré debout et qu'on aurait recouvert le sommet du crâne. Tout ça pourrait expliquer cet espace si exigu. Et puis, il y a ce vers tout à fait captivant inscrit sur la tombe. C'est à la fois une malédiction et une bénédiction. Béni soit l'homme qui épargnera ses pierres, mais maudit soit celui violant mon ossuaire. Ça donne des frissons. C'est dramatique, et c'est un mystère depuis des siècles. Pourquoi inscrire une malédiction sur une tombe? C'est étrange. Selon la théorie la plus en vogue, les dalles de la famille Shakespeare ne seraient que les repères d'une chambre funéraire souterraine. Ce guide m'indique que le cercueil de Shakespeare aurait été enseveli dans un caveau garni de briques. Sa femme, Anne, et les autres membres de la famille l'auraient rejoint à leur mort. À un caveau? Sous ces dalles? À ma connaissance, un caveau familial avec des cercueils en pierre serait situé à l'aplomb des dalles actuelles, sous l'ancien chœur liturgique, cette plateforme sur laquelle nous nous trouvons. C'est peut-être pourquoi celle de Shakespeare est légèrement décalée. Il est possible que son cercueil de pierre passe sous la marche sur laquelle nous sommes. Mais il existe une autre théorie, bien plus sinistre, au sujet de cette pierre tombale tronquée. Elle émerge dans une revue du 19e siècle. L'histoire prétend qu'une bande de chasseurs de trophées se serait introduite dans la tombe pour voler le crâne de Shakespeare. Les histoires invraisemblables et autres théories du complot me laissent sceptique. Mais n'ayant jamais vu de pierre tombale comme celle de Shakespeare, je comprends que les gens s'interrogent. Récemment, les archéologues se sont intéressés à Stratford, désireux d'en savoir davantage sur l'ancien résident le plus célèbre de la ville. On sait à présent qu'il y a ici des vestiges du XIVe siècle. En 2010, l'archéologue Kevin Coles dirige les travaux d'excavation de la maison familiale de Shakespeare à New Place. Pour l'heure, on s'en remet au fait que la plupart des briques brûlées sont à l'intérieur de cet arrondi. Les fouilles ont mis au jour une des 10 cheminées de la maison, son four et son cellier, ainsi qu'une petite salle de brassage destinée à faire de la bière. Des découvertes qui aident à dresser un portrait du riche propriétaire terrien qu'était Shakespeare. Tout a commencé avec le projet New Place. Je me suis rendu compte, à ma grande stupeur, que nous ne savions quasiment rien sur l'homme derrière cet illustre personnage. Après avoir comblé certains vides autour de la vie de Shakespeare, Kevin se tourne vers la Sainte Trinité et sa tombe étrange. En tant qu'archéologue, j'adore résoudre les mystères. L'étape suivante consistait évidemment à examiner sa tombe, ainsi que les mythes et les légendes qui s'y rattachent. Kevin sait que l'Église a refusé toutes les demandes destinées à faire ouvrir la tombe. Mais sa requête est différente. En tant que vicaire et conservateur de ce lieu sacré et des tombes qui s'y trouvent, ma position est très nette. Dans un sens, nous honorons la promesse que nous avons faite à Shakespeare de respecter les mots qui figurent sur sa tombe. Mais dans ce cas précis, il s'agit d'une investigation non intrusive. Bienvenue à la Sainte Trinité. Kevin reçoit le feu vert pour la première recherche archéologique jamais autorisée sur la célèbre tombe. Voici le cœur de l'église. D'accord. Il n'y aura aucune fouille. On ne touchera pas aux ossements, ni même à la poussière. Formidable. Quand on parle d'archéologie, on pense truelle, brouette, terre, excavation des sols et chantier. Mais le XXIe siècle ouvre une nouvelle voie à cette science. L'arme secrète de Kevin est la géophysicienne Erika Utsi. Voilà un vrai défi pour le radar, un défi que l'on peut relever. Erika est une experte mondiale en RPS, le radar à pénétration de sol. Une technologie qu'elle a utilisée pour retrouver des tombes perdues depuis des lustres sous l'abbaye de Westminster, dont celle du roi Édouard le Confesseur.
Pour distinguer des tombes individuelles d'un grand caveau, rien de plus simple. Le caveau dispose d'un grand volume d'air. J'obtiens 20. Encore. C'est bon. Pour sonder sous la pierre, Erika utilise la dernière génération des technologies RPS. Le procédé consiste à envoyer des ondes radio dans le sol. Lorsqu'elle rencontre des changements de milieu, les ondes sont renvoyées vers un récepteur qui permet à Erika d'établir une image du sous-sol. J'en ai 2. On émet une séquence de scan. On n'obtient pas un résultat direct, comme avec une caméra qui permet de distinguer telle ou telle chose. Le radar renvoie un signal à chaque changement de matière. C'est le changement qui est signalé. Le registre paroissial de l'église de la Sainte-Trinité, un ouvrage merveilleux. Pendant que le scanner recueille des données, je décide d'explorer une des rumeurs les plus folles, selon laquelle Shakespeare n'aurait pas été enterré à la Sainte-Trinité. Mais les archives de la paroisse, qui remontent à plus de 4 siècles, racontent une toute autre histoire. Nous y voilà. Une ligne mentionne son baptême dans l'église alors qu'il n'avait que 3 jours. Le 26 avril 1564, Guillemus, Filius, Johannes Shakespeare, en latin. Et 52 ans plus tard, ses obsèques, au même endroit. C'est un ouvrage extrêmement robuste. 1616, avril, le 25, Will Shakespeare, gentleman. Alors, si son nom apparaît ici, cela ne fait aucun doute que William Shakespeare a bien été enterré à la Sainte Trinité. Son nom ne figurerait pas au registre s'il n'avait pas été inhumé dans l'église. L'étrange sépulture de Shakespeare a déconcerté les millions de visiteurs qui l'ont vu. Il faudra des semaines avant d'obtenir les premiers résultats du RPS, mais il pourrait résoudre les mystères qui demeurent depuis des siècles. En attendant, je brûle d'envie d'en savoir davantage sur les circonstances de la mort de Shakespeare. Il n'a que 52 ans, ce qui est relativement jeune pour une personne aisée à l'époque. Son décès engendre une multitude de théories extravagantes. Certaines prétendent qu'il aurait attrapé la syphilis dans les maisons closes de Londres, d'autres qu'il a été assassiné. Mais pour l'historien Paul Edmondson, la cause probable de sa mort serait plus prosaïque. On la trouve dans un récit de John Ward, le vicaire de la Sainte Trinité, rédigé 50 ans après le décès de Shakespeare. Il écrit ceci: Shakespeare, Drayton. Michael Drayton, un ami poète, et Ben Jonson, l'ami et le rival de Shakespeare, passèrent une soirée bien trop arrosée, car Shakespeare succomba à une fièvre contractée ce soir-là. Bien trop arrosé? Bien trop arrosée. Y a-t-il une raison de prendre cela au sérieux? Ça sonne vrai à mes oreilles. Johnson venait en effet d'être consacré poète lauréat. Ils ont pu se réunir pour fêter l'événement. Mais dans l'expression « bien trop arrosé », arrosé est précédé de guillemets inversés, ce qui sous-entend que John Ward cite une personne qui lui aurait relaté l'histoire. Il pourrait citer un témoin de la scène? En effet. Quelqu'un qui en savait plus que lui? Oui. Mais en 1616, quelle fièvre pouvait vous emporter? On a évoqué la typhoïde, bien sûr, même si on ne savait pas la nommer à l'époque. Nous ne saurons jamais exactement de quoi Shakespeare est mort. Pourtant, quelques semaines après cette rencontre arrosée, il est enterré à la Sainte Trinité. Mais à l'époque, la mort sonne rarement le glas d'une histoire. Il y a beaucoup d'ossements. Il y en a eu davantage. Il y en avait ailleurs? Ceci est un ossuaire. C'est un des derniers en Angleterre. Mais à l'époque de Shakespeare, ils étaient très répandus. La visite de ces lieux est une expérience troublante. Pour moi, un crâne est un crâne, mais lorsqu'on les voit tous alignés, on commence à distinguer des visages individuels. Oui, c'est sans doute le sentiment qu'avaient les gens au Moyen-Âge. Ils ne devaient peut-être pas distinguer les crânes de leurs parents, mais ils savaient qu'ils se trouvaient ici, quelque part. Aussi macabre que cela puisse paraître, il était courant jadis de déterrer les ossements des morts
pour faire de la place aux nouveaux arrivants. Les familles venaient ici prier pour les âmes de leurs proches. C'était une expérience très tactile pour les gens. Par exemple, les contours de ce crâne semblent avoir été manipulés abondamment. Il est un peu usé, non? Ce rituel permettait de maintenir un lien physique avec les morts et jouait un rôle important dans le voyage de l'âme. Les gens venaient ici prier pour leurs défunts, dont la plupart devaient être au purgatoire, afin d'écourter le temps qu'ils étaient censés y passer. Le purgatoire est ce lieu à mi-chemin entre l'enfer et le paradis, où les âmes expient leurs péchés avant d'accéder au paradis. Tout à fait. Mais au XVIe siècle, la Réforme rejette l'idée du purgatoire. À l'époque de la mort de Shakespeare, il n'est plus nécessaire de prier pour les péchés des morts. On ne vient plus se recueillir dans les ossuaires. Désormais, on y entasse les ossements poussiéreux des cimetières surpeuplés. Il aurait été plutôt inopportun de garder les ossements de Shakespeare dans ce lieu, à l'abri des visiteurs. Dans un ossuaire, un lieu sombre et humide. Oui, en fait, à l'époque de Shakespeare, ces endroits étaient plutôt mal vus. C'était donc une peur réelle? Oui, le mot peur me paraît approprié. Il n'y avait aucune raison de déranger les morts. Mettre une épitaphe sur sa tombe était un moyen de s'assurer de reposer en paix. Défense d'entrée, ne me déplacez pas. Exactement. À l'époque de Shakespeare, la Sainte Trinité dispose de son propre ossuaire. Il se trouve à quelques mètres de l'endroit où Shakespeare repose. La malédiction gravée sur la dalle funéraire n'est pas le fruit d'une paranoïa excentrique. Elle se base sur une peur bien fondée. Dans Roméo et Juliette, une des pièces les plus célèbres de Shakespeare, Juliette envisage le même sort sinistre. Le thème de l'ossuaire apparaît en différentes occasions dans l'œuvre de Shakespeare. Dans Roméo et Juliette, Juliette évoque l'idée de pouvoir se retrouver piégée dans un ossuaire. Enferme-moi la nuit dans un charnier, sous un monceau d'eau de mort qui s'entrechoque, de moignons fétides et de crânes jaunes et décharnés. Dis-moi d'aller dans une fosse fraîche remuée, m'enfouir sous le linceul avec un mort. Ordonne-moi des choses dont le seul récit me faisait trembler. Elle imagine le pire. Se retrouver dans un ossuaire, y être piégé, entouré de tous ces crânes, de tous ces os, sans pouvoir en sortir. Les probabilités qu'on déplace vos os après l'enterrement étaient bien réelles. La famille de Shakespeare a très bien pu verser une somme afin de garantir l'inhumation de William à l'intérieur de l'église. Peut-être pour s'assurer que ses restes ne connaîtraient pas un tel sort. Regarde à quelle vitesse les données arrivent. C'est assez étrange d'ailleurs. Ça doit se prolonger. L'archéologue Kevin Coles et la géophysicienne Erika Utsi ont analysé les données RPS de l'église de la Sainte Trinité. C'est un processus chronophage, mais ils tiennent enfin leurs premiers résultats. Je suis très enthousiaste. Pour la première fois en 400 ans, nous allons découvrir ce qui se cache sous cette dalle. On suppose depuis longtemps que Shakespeare et sa famille sont inhumés dans un caveau souterrain. Mais ce n'est pas ce que Kevin et Erika ont découvert. Commençons par la surface et observons ce rectangle. Celui-ci, qui émet un signal fort. Il correspond à la plaque de cuivre qui porte le nom d'Anne Hathaway sur sa tombe. D'accord, donc la tombe de William Shakespeare se trouve ici. Oui, c'est donc assez utile. D'accord. On commence notre descente dans le sol? Oui, avec joie. Le RPS nous donne une vue du dessus et sonde le sol de l'église par tranche de 6 mm. Il dévoile des couches de terre et de pierre. Ça commence à changer. Et là, quelque chose d'autre se produit. On dirait l'arrivée d'un front climatique. Des nuages sombres, Si on veut. qui arriveraient par l'ouest. Ces nuages sombres sont des signaux extrêmement forts. À une quinzaine de centimètres sous la surface, le RPS détecte quelque chose d'inattendu. Pour un œil inexpérimenté, ce plan ressemble à un amas de formes noires.
Mais Erika peut discerner une série de poches d'air. Ça ne ressemble pas à un caveau? Ce n'est certainement pas un caveau. Elles ont la forme de tombes. Absolument. C'est une série de tombes peu profondes. Lorsqu'un corps se décompose, la terre utilisée pour remplir la tombe se tasse et des poches d'air se forment. Bien qu'il soit impossible de distinguer un corps décomposé de la terre qui l'entoure, le RPS peut détecter ses cavités caractéristiques. Erika n'a pas trouvé une grande poche d'air unique, mais une signature révélatrice de 5 tombes individuelles. Elle se trouve quasiment à l'aplomb des dalles de la famille Shakespeare et anormalement près de la surface. Nous sommes à moins d'1 mètre de profondeur, soit 3 pieds sous terre, n'est-ce pas? Mais surtout, la dalle sous-dimensionnée de Shakespeare ne correspond pas à ce qui se trouve en dessous. Ici, nous avons l'image de cette dalle très courte et de ce qui semble être une très petite tombe. La question est de savoir si cela implique que ces tombes se prolongent à l'est, sous la marche de l'autel. Nous avons vérifié avec le radar et ce n'est pas le cas. Donc on ne peut pas dire que la tête de William se trouve là et que ses pieds dépassent du sommet de l'image. Non. Pas tout à fait. D'accord. Ses pieds seraient par là. Et lorsqu'on va plus profondément dans le sol, on distingue quelque chose de très intéressant. Vous apercevez cette rangée de briquetage? Il s'avère que c'est l'extrémité avant des tombes. Donc l'autre extrémité de la tombe de Shakespeare ne se trouve pas là, mais ici, ce qui la situe parfaitement dans l'axe des autres tombes. Le RPS montre que la tombe de Shakespeare se prolonge jusqu'au niveau du mur de briques. Cela implique que sous le sol de l'église, sa taille est identique à celle des autres tombes. Mais il y a un autre détail intrigant. Nous n'avons pas trouvé de traces de métal. Mais de quoi sont majoritairement constitués les cercueils? De métal. Ça peut être une grande boîte en plomb ou un cercueil en bois avec des clous métalliques. Qui assemble le cercueil. Exactement. D'accord. Ce qui suppose que Shakespeare et sa famille ont été inhumés dans de simples linceuls traditionnels. Le plus grand dramaturge britannique n'a pas été enterré dans un vaste caveau, mais dans une tombe peu profonde sans cercueil. Le RPS a fourni quelques réponses, mais il soulève de nouvelles questions. Pourquoi recouvrir la moitié d'une tombe vide avec une dalle? Si on estime que cette pierre tombale était plus grande à l'origine, on doit se demander pourquoi sa taille a diminué. Que s'est-il passé dans le temps pour que la dalle semble plus courte qu'elle n'est réellement? Une analyse approfondie du RPS pourrait nous fournir des éléments de réponse. Mais les résultats orientent déjà Kevin dans une direction plutôt surprenante. Il étudie de plus près l'un des nombreux mythes qui courent autour de la tombe de Shakespeare. L'histoire, dont l'auteur demeure anonyme, émerge en 1879 dans une revue baptisée The Argosy. On y trouve des contes, des récits de voyage, des essais et des poèmes. C'est l'histoire d'un dénommé Frank Chambers, un jeune chirurgien qui vivait dans la région quelques 180 ans après la mort de Shakespeare. Le récit commence par un dîner dans un manoir près de Stratford. La conversation tourne autour de Shakespeare. Il est question de savoir si le célèbre buste en plâtre de l'église est un portrait fidèle du dramaturge. C'est alors qu'un des convives déclare qu'un riche amateur de littérature offre 300 guinées à quiconque lui procurera le crâne de William Shakespeare. Tenté par la somme rondelette et avide d'aventure, Chambers relève le défi. Et le récit vire à l'épouvante. Chambers recrute 3 hommes. Des pilleurs de tombes qu'il emploie pour déterrer des cadavres frais destinés à ses études anatomiques. Une nuit, ils s'introduisent dans l'église de la Sainte Trinité. Sur place, ils soulèvent la dalle funéraire de Shakespeare
et commence à creuser. Chambers murmure à ses hommes « Pas de pelle, juste les mains et cherchez le crâne à tâtons ». Un des hommes l'extrait et Chambers s'exclame « Je tiens le crâne de Shakespeare, enfin !» Il le contemple quelques courts instants, car le temps presse. Les pilleurs de tombes s'enfuient, emportant le crâne. C'est un récit quelque peu délirant, le genre de conte gothique qui était très populaire au XIXe siècle. On peut aisément le classer parmi la multitude d'histoires fantaisistes que Shakespeare semble toujours générer. Une grande partie de l'histoire paraît purement imaginaire, mais un détail attire l'attention de Kevin. Ici, on peut lire que les hommes ont creusé sur 1 mètre de profondeur, ce qui confirme les données du RPS. Mais c'est un détail qu'ils ne pouvaient pas connaître. S'ils avaient fait des recherches, il aurait été question d'un caveau. Tout à fait. S'ils avaient tout inventé, ils n'auraient pas mentionné une si faible profondeur. Soit c'est une formidable coïncidence, soit il y a un fond de vérité dans cette histoire. Pour Kevin, ce détail sur la profondeur de la tombe n'est pas à négliger. À l'époque du vol présumé du crâne de Shakespeare, un phénomène nouveau émerge. La chasse au crâne célèbre. L'une des victimes est Sir Thomas Browne, un philosophe du XIXe siècle. Son crâne a été dérobé de sa tombe 20 ans après sa mort, en 1840. Frances Larson a étudié cet épisode macabre de l'histoire. Ici, on frise la vénération, l'adoration. Il existe sans doute une corrélation avec les traditions qui consistent à collectionner les crânes d'individus de génie, comme s'il émanait une aura de la dépouille d'une personne. La tendance est alimentée par une nouvelle théorie, selon laquelle l'examen des protubérances sur les crânes des grands hommes permettrait de cartographier le génie. Au début du XIXe siècle, une pseudoscience appelée la phrénologie devient très en vogue. Elle prétend qu'on peut localiser différentes parties de la personnalité sur un crâne. On peut voir l'égoïsme ici, la morale et les sentiments religieux là. Oui, tout en haut. Et elles sont littéralement liées au boss du crâne. Oui. Et en se développant, les protubérances de votre cerveau vont façonner votre crâne. Ainsi, le crâne humain peut servir à répertorier la personnalité de chaque individu. Les crânes des célébrités deviennent une denrée précieuse. Ceux de Mozart, Haydn et de l'écrivain du XVIIe siècle, Jonathan Swift, ont tous été dérobés dans leur tombe. Shakespeare a-t-il connu le même sort ? L'hypothèse selon laquelle le crâne de Shakespeare aurait été dérobé moyennant finance est-elle réellement envisageable ? Il est plausible que quelqu'un y ait vu une opportunité commerciale. Si le crâne de Shakespeare a été volé, qu'est-il devenu ? Kevin suit une autre piste qui va le mener dans une crypte, sous une petite église paroissiale. 4 ans après la parution de l'article dans la revue The Argosy, un post-scriptum est édité. Il prétend révéler ce qu'il est advenu du crâne de Shakespeare. Le docteur Chambers ne serait pas parvenu à revendre son butin. Chambers devient nerveux. Il veut se défaire du crâne. Il dit à d'ailleurs, l'un des pilleurs de tombes, de le remettre à sa place à Stratford. Mais au lieu de cela, l'histoire raconte que d'ailleurs le cache dans un caveau des environs. Et ce caveau serait situé ici, sous une église de Billy, à une vingtaine de kilomètres de Stratford. Aujourd'hui, des maçons sont en train d'ouvrir cette crypte familiale du XVIe siècle. Un escalier secret, on se croirait dans Harry Potter.
La mission consiste à examiner un crâne isolé qui, selon l'histoire, serait celui de Shakespeare. Ça demande pas mal d'efforts, Ralph. En effet. Seigneur, le passage est étroit, mais il y a plus d'espace qu'on imagine en bas. Cette crypte est la dernière demeure de la famille Sheldon. Derrière ce passage étroit s'ouvre ce qu'on appelle un ossuaire. Un lieu où sont conservés les ossements. Et c'est ici que se trouve peut-être le crâne qui pourrait appartenir à William Shakespeare. C'est donc là qu'il serait. Cet ossuaire comporte 4 squelettes complets, censés appartenir aux Sheldon, et un crâne seul, sans squelette. L'église de Billy a autorisé Kevin à examiner le crâne mystérieux dans le cadre de son enquête sur la tombe de Shakespeare. Il me paraît très important d'étudier cette piste et de consigner le crâne sur le site. Nous allons l'analyser très en détail afin de savoir s'il s'agit d'un crâne d'homme ou de femme et déterminer l'âge de la personne à son décès. De là, nous établirons s'il y a la moindre possibilité que ce crâne soit celui de William Shakespeare. Prête? Oui. C'est la première fois que quelqu'un est autorisé à pénétrer dans la crypte pour analyser ce que l'on surnomme le crâne de Billy. Je te le passe. Par respect pour les défunts, l'Église a insisté pour que Kevin et son équipe ne touchent à aucun ossement. Il y a une part d'inconnu dans tout ceci, car on va devoir travailler dans une crypte où d'autres personnes sont inhumées. Nous allons essayer de scanner le crâne à l'aide d'un laser tridimensionnel. C'est un défi intéressant, car on utilise du matériel lourd et volumineux dans une petite crypte sombre. Le contexte est radicalement différent de celui auquel nous sommes habitués en matière d'enquête médico-légale. Il faut le baisser au maximum. Mick Britton est un ingénieur, spécialiste du scanner tridimensionnel. C'est assez peu commode. Il espère construire une image de synthèse en 3 dimensions du crâne non identifié. Ouais, on est un peu à l'étroit. En effet, c'est le problème. Je dois pouvoir prendre l'avant du crâne, mais le reste risque d'être très compliqué. On ne peut pas le contourner. Mick va devoir scanner sous tous les angles possibles pour obtenir un modèle précis. Mais le crâne est dans une position délicate, tout près d'un mur. Oui, Je pense à quelque chose. oui, On pourrait s'introduire dans le trou. ça vaut le coup d'essayer. On y va. Bonne chance. Ce ne sera pas facile. Mick ne doit pas toucher aux ossements à l'intérieur de cet ossuaire minuscule. C'est bien, Mick. Fais attention. Je sais. On tient à peine debout. C'est très étroit. Il te faut tes lunettes? Je suppose, oui. Voyons si on peut faire passer le scanner par ce trou. À présent, Mick peut aussi scanner l'arrière du crâne. Je devrais pouvoir atteindre environ 60% du crâne et une bonne partie du sommet. Je vais commencer par l'orbite. J'ai hâte de voir ça. Oui. C'est assez impressionnant. On peut scanner des détails avec une précision de l'ordre du millimètre, voire moins. Je n'arrive pas à croire que je parviens à atteindre l'arrière du crâne. C'est bon? Je l'ai. Après 1 heure de scan tridimensionnel, le crâne de Billy dispose maintenant de son jumeau virtuel en 3D. Et voilà notre crâne. Seigneur! Regardez-moi ça! C'est extraordinaire! Depuis plus d'1 siècle, ce crâne est supposé appartenir à William Shakespeare. Désormais, il peut être analysé par Caroline Wilkinson, experte médico-légale. En tant qu'experte en reconstruction crâno-faciale,
Caroline travaille avec la police et aide cette dernière à identifier les victimes de meurtre. Elle peut déterminer si son âge et son sexe en font un candidat potentiellement compatible avec Shakespeare. Le crâne donne une grande quantité d'informations sur un individu. On peut déterminer son sexe, l'âge de sa mort et aussi un large éventail de ses catégories d'ascendance. Si on pousse les détails, on peut reproduire les traits d'un visage et son apparence. Ici, on a une bonne représentation en 3D. D'emblée, on peut dire que du point de vue de l'ascendance générale, ce modèle correspond à un individu blanc de type européen. Blanc de type européen, jusque-là, tout va bien. On est dans le vrai. La prochaine étape consiste à estimer l'âge de la personne à sa mort. Du point de vue anthropologique, on s'attache à examiner les dents, car l'usure est directement liée à l'âge de l'individu. Un photographe de scène de crime a pris des clichés du crâne afin que Caroline puisse examiner les dents dans le détail. Sur cet individu, on observe une résorption de l'os, notamment sur la partie antérieure où se trouvaient les incisives. Et rien n'indique qu'il y a des alvéoles à cet endroit. Ces dents sont donc tombées de son vivant. Oui. D'après ce crâne, l'individu était un septuagénaire, car on n'observe aucune trace de dents dans la mâchoire supérieure. Il est peu probable que Shakespeare ait perdu toutes ses dents à 52 ans, l'âge de son décès. Ensuite, on observe le front. D'autres détails semblent clocher. Sur les crânes masculins, on a tendance à voir un renflement au niveau des sourcils. Sur ce spécimen, on n'observe pas de protubérance osseuse. C'est un front plutôt lisse et régulier. La forme des orbites oculaires semble plutôt féminine. Compte tenu des éléments qu'on a, il s'agirait plutôt d'un crâne de femme. Si on s'en tient à l'âge, au genre féminin, ça paraît assez clair, non? Du point de vue des probabilités. Je resterai assez prudente, en effet. Que disent les probabilités? Tout porte à croire que ce n'est pas son crâne. Caroline a reconstruit le visage du crâne mystérieux. Il semble appartenir à une femme anonyme d'environ 70 ans. Pour autant qu'on sache, William Shakespeare n'était pas une femme. Non, ce serait vraiment inattendu. La légende du crâne de Billy s'avère n'être qu'une rumeur de plus. Mais cela n'exclut pas que des chasseurs de trophées aient pu voler le crâne de Shakespeare, comme le précise le texte de The Argosy. Car les données récoltées par le RPS corroborent un élément intrigant de cette histoire, la profondeur de la tombe de Shakespeare. Un détail que l'auteur du texte ne pouvait pas connaître. À présent, les derniers résultats du RPS viennent de tomber. Voici l'endroit où se trouve la dalle funéraire de William Shakespeare. Nous avons balayé le radar au-dessus de la zone, ce qui nous donne une vue panoramique et plongeante. Kevin a hâte de comprendre pourquoi une moitié de la tombe de Shakespeare est recouverte d'une dalle. Et ce qu'elle cache est encore plus étrange. Pour un non-initié, ça ressemble à un gros trou noir. De quoi s'agit-il, Erika? C'est de l'air. Le détail important, c'est cette couleur claire, les lignes claires qui bordent cette forme sombre. C'est ce qui maintient la poche d'air à l'intérieur. Il y a donc quelque chose qui forme un coffrage. Très certainement un genre de pierre ou de brique, un matériau de construction. Ce qui est étrange, c'est que cette chose traverse l'avant de la tombe de Shakespeare, mais aussi le mur qui la sépare de celle d'Anne Hathaway. Le RPS a révélé un détail très bizarre. Une structure en forme de coffre qui traverse la tombe de Shakespeare. Ce coffre a été ajouté plus tard. Et ce qui a dû se produire, c'est que le sol s'est affaissé. Quelqu'un a dû installer une structure en pierre afin de consolider le sol au-dessus. Pourquoi quelqu'un aurait-il délibérément construit un coffre de pierre ou de briques à cet endroit? Il doit probablement s'agir d'une sorte de replâtrage. C'est assez spécifique. Quelle est son utilité? Sans doute
Parce qu'il y a eu plus de tassements à cet endroit que dans les autres tombes. C'est étrange, j'en conviens. Cela suppose qu'il y avait davantage de raisons pour que cette zone s'effondre, ce qui implique qu'elle a dû être remuée à un moment donné et qu'il a fallu intervenir pour poser une structure qui soutienne le sol. Erika a trouvé des traces de réparation importantes dans la tombe de Shakespeare. Une structure manifestement édifiée pour soutenir la dalle qui recouvre l'avant de la tombe. L'église a effectué des travaux de restauration au XIXe siècle, mais aucun registre ne fait état de ce genre de réparation. Cependant, un rapport mentionne bien l'affaissement du sol. J'ai analysé un grand nombre de tombes dans différentes églises et je n'ai jamais observé ce genre de choses, où que ce soit. Ça ne peut pas être simplement lié à l'usure naturelle? Les églises sont régulièrement restaurées, non? Oui, mais cette partie ici traverse ce qui semble être un mur de briques. Pourquoi réparer au-dessus d'un mur si ce dernier est encore intact? Un mur de briques ne s'affaisse pas, que je sache. Ce qui suppose que ce mur de briques a été abîmé. Le RPS ne permet pas d'expliquer le pourquoi des travaux. Mais pour Kevin, la preuve de ce dérangement dans la tombe de Shakespeare colle avec le récit du vol de son crâne au XVIIIe siècle. Sur cette image, on ne voit aucune trace de réparation au niveau du sol. C'est une sacrée coïncidence. D'un côté, nous avons la preuve d'une intervention manifeste à l'avant de la tombe de Shakespeare. De l'autre, une histoire qui raconte qu'à une époque, quelqu'un est venu voler le crâne de Shakespeare. À la lumière des données RPS et de ses connaissances archéologiques, Kevin me donne sa version des faits. Nous savons que les données nous orientent vers un coffre en briques. Kevin se fonde sur la manière dont le sol se comporte lorsqu'il est creusé et remué. La grande question est de savoir ce qui s'est passé ici. Si son crâne a été dérobé dans cette zone, il aurait fallu remblayer à cet endroit. Quiconque pratique une excavation sait que lorsqu'on remet de la terre qui a été excavée, elle a tendance à s'affaisser et à former un creux. Si c'est bien ce qui s'est produit, une cavité a dû se former dans le sol du cœur de l'église. C'est sans doute cette intervention qu'on observe au RPS. Une réparation de la partie du plancher qui s'affaissait. Exactement. Parce que la tombe avait été fouillée. Et la pose d'une dalle en travers pour consolider le plancher au-dessus de la tombe. C'est une thèse troublante et particulièrement effrayante, compte tenu de la malédiction qui vise ceux qui toucheraient aux ossements de Shakespeare. À l'époque de la mort de Shakespeare, les vols de crâne étaient très répandus. Ici, nous sommes en présence d'une tombe qui a été fouillée au niveau de la tête et d'un récit qui relate le vol de ce crâne. Tout semble correspondre. L'hypothèse selon laquelle son crâne n'est plus à la Sainte Trinité me paraît très convaincante. Les découvertes du RPS prouvent incontestablement que la tombe de Shakespeare n'est pas dans son état d'origine. J'ai voulu savoir si l'Église consentirait à l'ouvrir, à la lumière des conclusions de Kevin. Les conclusions de l'étude, en ce qui concerne la structure de l'avant de la tombe, sont irréfutables. Mais la théorie selon laquelle les réparations seraient liées au vol de son crâne n'est encore qu'une hypothèse. Le souhait de Shakespeare est clairement exprimé sur son épitaphe et nous entendons le respecter. À ce stade, l'Église n'a aucunement l'intention d'ouvrir la tombe. Nous devrons donc vivre avec ce mystère. Lorsque nous avons entrepris cette enquête, je m'attendais à être surprise. Mais l'issue est encore plus étrange que je n'aurais pu l'imaginer. Les pressions en faveur de l'excavation vont certainement se poursuivre. Mais ce que j'ai déjà découvert me laisse avec un sentiment troublant. Car la tête qui a imaginé certaines des plus grandes œuvres de ce monde pourrait bien se trouver ailleurs.
tout de suite, votre soirée science grand format continue. Découvrons comment Big Ben et le palais de Westminster ont inventé le gratte-ciel moderne.